Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de l'importance de la nature des sucres que l'on retrouve dans les aliments et de leurs conséquences sur les voies métaboliques. Avant de commencer, je fais un petit aparté du coup sur les accompagnements que je lance pour le BTS diététique dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. C'est vrai que j'en avais parlé en toute fin vidéo et j'ai eu quelques retours où on m'a posé des questions sur quels étaient les accompagnements possibles. Je m'adapte en fait. On est trois formateurs avec chacun des spécialités. Donc moi, je suis plus spécialisé dans tout ce qui va être la biochimie, physiologie, physiopathologie. Et en fait, ce sera en fonction des disponibilités donc des formateurs. Mais on propose donc un accompagnement plutôt distanciel, en présentiel. Donc ça, ce sera uniquement pendant les vacances scolaires pour cette année. Ça peut être aussi juste par module. Donc là, avec des possibilités d'avoir des entretiens en visio, en face à face. Et ça peut être aussi à la carte. Donc voilà, généralement, quand vous avez une demande, je vous propose qu'on se rencontre en fait par visio. Et en fait, on fait un petit entretien pour évaluer vos besoins. Et ça me permet en fait de définir vraiment qu'est-ce qui paraît être le plus important pour vous dans les formules que je propose. Et si jamais c'est pas 100% adapté, et ben c'est pareil, je m'adapte et je modifie un petit peu les formules pour que ça colle vraiment 100% à votre besoin. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous remets l'adresse mail donc de mon organisme donc qui s'appelle Valetudo. Donc contact@valetudo-academy.com. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous parler justement de l'importance de la nature biochimique des sucres que l'on retrouve dans les aliments. C'est une notion que je fais avec mes étudiants en BTS diététique dès la première année pour leur montrer en fait l'intérêt de la biochimie. Car on le sait que c'est une matière voilà, qui n'est pas facile, il y a beaucoup de formules, ça demande quand même des connaissances assez poussées en chimie. Selon les profils, en plus des étudiants qu'on a, des fois on a des étudiants qui n'ont pas des profils scientifiques. Et du coup, pour moi, c'est important en fait de tout de suite montrer l'intérêt en fait de la biochimie dans la diététique. Et moi, je sais que les glucides, c'est le deuxième chapitre que je fais avec mes étudiants, juste après les bases de chimie. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la différence biochimique et physiologique entre le sucre inverti, que vous pouvez retrouver donc dans beaucoup d'aliments industriels, et le saccharose. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux sucres-là? C'est parce que justement, quand on n'a pas des notions suffisamment fortes en biochimie, on peut se dire, bah, c'est à peu près la même chose. Eh ben, surtout pas. Il faut pas du tout se dire que c'est la même chose car on verra, il va y avoir des conséquences qui sont assez dramatiques d'un point de vue physiologique et qui s'expliquent justement par des dérèglements au niveau des voies métaboliques. Donc tout de suite, on en arrive à la base. Donc le saccharose, qu'est-ce que c'est? C'est le sucre blanc, c'est le sucre de table qu'on utilise classiquement dans notre quotidien pour sucrer une boisson chaude, un yaourt, etc. C'est un diholoside parce qu'il est composé donc de deux oses qui sont le glucose et le fructose. Ces deux oses sont reliées par une liaison osidique, comme vous pouvez le voir sur le schéma en rouge. Et en fait, ce sucre de table, au niveau de notre physio-digestive, il va être absorbé au niveau de l'intestin, parce que c'est au niveau de l'intestin qu'on va retrouver donc une enzyme qui va le dégrader, qui s'appelle la saccharase, et du coup qui va le convertir en glucose plus fructose. Donc, même si c'est un processus qui est assez rapide, cette dégradation enzymatique, d'un point de vue physiologique, en fait, il faut que le sucre de table, il arrive au niveau de votre intestin pour qu'il soit donc hydrolysé et ensuite absorbé. Si on prend le sucre inverti, donc ça, vous verrez, vous essayerez de faire attention si vous avez des aliments un peu industriels chez vous. Vous pouvez le retrouver dans tout ce qui est bonbons, gâteaux, en fait, tous les produits sucrés un petit peu de type industriel. On l'appelle aussi la trémoline. Et en fait, d'un point de vue biochimique, c'est un mélange qui est équimolaire de D-glucose et de D-fructose. Donc, équimolaire, ça veut dire que vous avez 50% de glucose et 50% de fructose. Et c'est là où, en fait, on a une confusion des fois en biochimie, c'est que le saccharose, quand il est hydrolysé, il est justement hydrolysé en glucose plus fructose. Donc, c'est pareil, on aura une obtention équimolaire de glucose et de fructose. Sauf que dans le sucre inverti, les deux sucres, ils sont déjà séparés. D'accord? Ils sont pas reliés. Donc en fait, quand ils vont passer dans votre tube digestif, ils vont être absorbés très 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 vite. Ils n'ont pas du tout besoin d'attendre d'arriver jusqu'à l'intestin grêle pour être digérés. Ils vont pouvoir passer dans la circulation sanguine immédiatement
Et même si ça vous paraît minime comme différence, en fait, on va avoir des conséquences très importantes au niveau de la cinétique d'absorption et comment le sucre va être géré par l'organisme. Donc ça, en fait, comment c'est fait en industrie agroalimentaire? En fait, tout simplement, ils récupèrent du saccharose. Ils vont le digérer avec une saccharase qu'ils vont extraire, par exemple, de la levure Saccharomyces cerevisiae qu'ils vont utiliser dans un gros bioréacteur. Et ils vont récupérer ce produit de dégradation. Et comme ça, ils pourront l'utiliser comment ça s'appelle, dans leurs produits alimentaires. Donc, je crois que j'en reparle un petit peu à la fin, mais brièvement, tout de suite, c'est quoi l'intérêt du sucre inverti? En fait, c'est un peu comme les graisses trans, comme les lipides trans, c'est que ça va donner des produits qui sont plus moelleux, qui sont plus savoureux, même d'un point de vue visuel. On va pas avoir le problème de la cristallisation, par exemple, quand on va faire chauffer des produits avec du sucre inverti, contrairement au saccharose. Donc, on aura moins ce côté un peu croustillant qui peut gêner certains consommateurs. Et, euh, et ça a aussi un effet plus sucrant, ça a un pouvoir sucrant plus élevé. Et donc, du coup, ça va satisfaire un petit peu plus le consommateur parce que, comme vous le savez sans doute, le côté sucré est associé comment dire, à- à- il est associé au plaisir. Et donc, du coup, ça donne plus envie d'y retourner et donc d'en manger d'autant plus. Pour comprendre en fait pourquoi ça va être dangereux de manger du sucre inverti, alors quand je dis dangereux, ça va pas être fatal si vous en mangez occasionnellement, on s'entend bien. Mais voilà, pourquoi en fait ça va créer des troubles, par contre si l'alimentation elle est trop importante en point de vue industriel, en fait ça s'explique par la régulation métabolique du glucose versus celle du fructose. Le glucose, donc c'est le sucre de base, vous savez, c'est le sucre qui va être utilisé par les cellules glucodépendantes, donc comme les cellules nerveuses, comme les globules rouges, comme les cellules de la médula, etc. Le glucose, c'est ce qui va définir la glycémie dans le sang, parce que ça va être du coup transporté au niveau du sang, et ça va être régulé par les hormones comme l'insuline, qui vont vouloir donc baisser le glucose en le faisant rentrer dans la cellule, ou le glucagon, qui va au contraire vouloir monter la glycémie et par exemple déstocker du glycogène à partir de muscles ou du foie. Et ça va être transporté dans tout l'organisme, parce que c'est carburant énergétique prioritaire de toutes les cellules de l'organisme. Le fructose, en revanche, lui, déjà, il ne va pas faire bouger la glycémie. Et en plus, il va aller directement au niveau du foie. D'accord? Pourquoi il va directement au niveau du foie? Et bien justement parce que les cellules, elles n'arrivent pas à l'absorber, à le prendre directement sous sa forme de glucose. En fait, on n'a pas de récepteur en surface sur de nombreuses cellules, ce qui permet justement de récupérer le glucose. Donc il va aller au niveau du foie et le but du foie, ça va être justement de convertir le fructose en glucose. Et après, le foie, il a plusieurs possibilités. Soit il le rebalance dans la circulation sanguine sous forme de glucose. Et donc là, ça va suivre le même chemin que le glucose de base. Soit il va le stocker directement sous forme de glycogène. Soit il va commencer par exemple à faire d'autres réserves, il peut commencer à faire de la synthèse de triglycérides pour le mettre en réserve sous forme lipidique. Donc ça veut dire que dans l'organisme, il n'y a que le foie qui va pouvoir gérer le fructose. Donc si vous mangez que du fructose, par exemple dans de nombreux fruits ou dans des bonbons où vous avez plus de fructose libre, eh ben, c'est le foie qui va devoir tout gérer. D'accord? Donc c'est pour ça que je vous ai mis en rose que le foie, c'est un goulot d'étranglement métabolique parce que c'est lui, en fait, qui va être limitant dans la gestion du fructose. Le problème, c'est que si vous continuez à amener du fructose, donc sous forme de produits transformés où il y a plein de fructose, etc., eh ben, c'est toujours le foie qui doit le gérer. Et le problème, c'est qu'il va le gérer même s'il est complètement saturé ou s'il est complètement débordé. Ok? Donc ça, c'est par exemple le cas, pareil, de boissons ou qui sont très fortement enrichies en sucre. Donc ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est les conséquences au niveau métabolique. Donc vous savez que le glucose, en fait, il va passer par la glycolyse. D'accord? Dans la glycolyse, vous avez plusieurs points de régulation qui vont être la première étape et la troisième étape, entre autres, et qui permettent justement, en fait, de contrôler justement l'activité métabolique au niveau de la glucolyse. Le fructose, il ne va pas commencer la glycolyse directement parce que les enzymes, elles ne le reconnaissent pas.
Donc c'est là où justement le foie va jouer son rôle. Et en fait, le foie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une première phosphorylation du fructose en fructose 1-phosphate par l'enzyme fructokinase. Ok? Ça, c'est une étape qui est très rapide et qui n'est pas régulée par l'insuline, contrairement à la phosphorylation du glucose au niveau de la glycolyse. Ok? Donc ça veut dire que le foie, et c'est ce qui explique qu'il va continuer à le gérer même s'il est complètement saturé, il va gérer le fructose jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. D'accord? Et donc, il va essayer de s'en occuper donc en le phosphorylant sous forme de fructose 1-phosphate et il va l'envoyer dans la glycolyse, même si l'organisme il n'a pas besoin d'énergie immédiate parce que bah, on a une trop grosse consommation, on a un trop gros apport nutritionnel, pas assez de dépenses et parce qu'en fait les quantités sont telles que du coup bah, il faut absolument qu'il en fasse quelque chose. Donc en fait, pour le faire avancer, le fructose, il va ensuite le casser en deux. Il va le casser donc en dihydroxyacétone phosphate, donc que j'ai abrégé en DHAP, et en glycéraldéhyde. Donc ça, ces deux molécules, le DHAP en fait, ça va être un intermédiaire de la glycolyse. Donc lui après, il va continuer sa voie et il va rejoindre la glycolyse comme si il avait été issu de la dégradation du glucose. Le glycéraldéhyde, par contre, il n'existe pas en tant que tel dans la glycolyse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va être phosphorylé en glycéraldéhyde 3-phosphate. Et ensuite, ce glycéraldéhyde 3-phosphate rejoint la glycolyse comme le DHAP et comme s'il était issu également du glucose. OK? Donc tout ça, ça veut dire en fait que le fructose, il va forcer une glycolyse même si on n'en a pas besoin. Contrairement au glucose, où même s'il était arrivé en quantité massive, eh ben, il aurait été bloqué sur les premières étapes de la glycolyse. Et ça permet justement aux cellules bah, de plus gérer leurs ressources énergétiques et de plus en fait pouvoir moduler cette absorption de sucre. Donc là, vous comprenez que le fructose, en fait, il casse en fait le point de régulation métabolique au niveau des sucres et il force la glycolyse. D'accord? Donc ça, en contournant ces freins, ça explique aussi pourquoi le fructose, il est métabolisé plus rapidement et en plus grande quantité. Et là, je fais un tout petit aparté. Ça vous explique aussi pourquoi sur des personnes qui vont faire comment ça s'appelle, des efforts sportifs, par exemple de la course à pied de plus ou moins longue durée, ben, eux, ils ont plutôt intérêt à prendre le sucre sous forme de fructose pour qu'il soit très vite assimilé pendant l'effort. Ok? Mais dans une alimentation, on va dire, normale du quotidien, eh ben, le fructose, c'est pareil, il va être assimilé très vite et par contre, il va peut-être pas répondre à une demande énergétique. Donc là, je vous ai remis les points de contrôle de la glycolyse. Donc en fait, vous avez le premier point de contrôle lorsque vous allez phosphoryler le glucose en glucose 6-phosphate et vous avez un deuxième point de contrôle quand vous arrivez à la formation du fructose 1,6-phosphate, 1,6-bisphosphate. Donc en fait, sur ce graphique, enfin sur ce schéma, pardon, le fructose dont je vous parlais juste avant, il va rentrer sous forme de DHAP et de glycéraldéhyde 3-phosphate, donc par des étapes intermédiaires que je vous ai présentées juste avant, après l'étape du fructose 1,6-bisphosphate. Et c'est donc pour cela que le fructose n'est pas régulé. Vous voyez, la dernière étape de régulation, c'est l'étape 9 de la glycolyse. Mais du coup, il contourne l'étape 1 et l'étape 3 de régulation qu'aurait subi une molécule de glucose. Donc vous comprenez en fait pourquoi sucre inverti versus saccharose, vous n'allez pas avoir les mêmes conséquences parce que bah, le sucre inverti vous amène très très vite du fructose alors que le saccharose, bah, il y a au moins le passage du tube digestif qui va retarder un petit peu euh, la digestion du saccharose en glucose plus fructose. Et par ailleurs, si vous mangez ça avec autre chose, avec, je sais pas moi, des protéines, parce que vous êtes sur un petit déjeuner, ou des fibres, parce que vous mangez ça avec un fruit qui est plutôt riche en fibres, et bien c'est pareil, ça va un peu ralentir cette absorption du fructose et ça va éviter que votre foie soit complètement saturé par un afflux massif de fructose. Donc maintenant, quelles sont les conséquences de cet afflux massif de fructose? Bah, c'est qu'au bout d'un moment, le foie, donc il va le convertir, il va soit le convertir en glucose, soit le balancer dans la glycolyse, d'accord? Donc il y a ces deux parties. Et puis il y a un moment où il y en a tellement que bah, le foie, il va devoir en faire autre chose. Donc les deux autres solutions qu'il a le foie, plutôt que de le balancer
comment ça s'appelle, dans la glycolyse ou de le retransformer en glucose et de le renvoyer dans la circulation sanguine, c'est de faire de la lipogénèse. Donc en fait, c'est de la synthèse de triglycérides qui vont aller ensuite se stocker dans le tissu adipeux, donc par exemple autour du ventre. Donc c'est vraiment le gras qu'on a envie de perdre. Ou alors, il va y avoir de la synthèse de cholestérol. Ça, comment ça s'explique? Je fais un très bref aparté de métabolisme un peu technique. C'est que la fin de la glycolyse, elle vous amène à du pyruvate. Votre pyruvate, ensuite, normalement, il doit aller dans la mitochondrie. Et pour aller dans la mitochondrie, il va être converti en acétyl-CoA. Sauf que si vous débordez d'énergie, la suite logique, quand vous avez besoin d'énergie, c'est de faire le cycle de Krebs. Mais si vous débordez d'énergie, vous n'allez pas faire le cycle de Krebs, alors vous êtes déjà full énergie. Donc l'acétyl-CoA, il va pas rentrer dans le cycle de Krebs, et du coup, la solution qu'il a, eh ben, c'est de partir justement sur de la synthèse donc, de lipides, de triglycérides, ou de cholestérol. Ok. Donc ça, c'est ce qui va arriver d'un point de vue métabolique. Après, d'un point de vue physiologique, si jamais vous êtes sur une personne qui est en excès sur un excès permanent d'un apport de fructose tout le temps au niveau de l'alimentation, donc de manière prolongée sur une échelle même de mois ou d'années, ben, en fait, votre foie, il va commencer à avoir des lésions. Il va commencer à être trop saturé de manière récurrente. Et vous allez avoir ce qu'on appelle le début d'une stéatose hépatique non alcoolique, parce que vous pouvez avoir le même effet avec de l'alcool, mais dans ce cas-là, ce sera une stéatose hépatique tout court. C'est ce qu'on appelle la fameuse maladie du soda, ou la maladie du foie gras, parce qu'en fait, votre foie, il commence à être tellement saturé de sucre qui fait du gras, il fait du gras, il fait du gras, il fait du gras. Alors c'est pareil, le gras, il peut l'envoyer dans la circulation sanguine pour essayer de le dispatcher vers le tissu musculaire, vers le tissu adipeux. Mais au bout d'un moment, il va être aussi saturé et donc du coup, le foie, bah, il va prendre sur lui et du coup, il va le stocker. D'accord. Donc c'est ça en fait qu'on appelle la fameuse NASH aussi au niveau de l'acronyme anglais. Donc NASH c'est non-alcoolique stéatosis ou stéatose hépatitis. Enfin bref, du coup c'est la stéatose hépatique non-alcoolique. Ok. Donc tout ça, ça va engendrer en fait un surplus et une désorganisation massive au niveau de la gestion du sucre et du gras. Donc vous allez avoir de plus en plus de sucre qui va être rebalancé dans la circulation sanguine parce qu'il va quand même essayer le foie de transformer le fructose en glucose et d'essayer de le redistribuer dans tout l'organisme. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez être saturé aussi au niveau de votre organisme. Vous allez sécréter de plus en plus d'insuline qui ne sera pas efficace parce que vous êtes saturé de glucose. Du coup, vous allez avoir un début de résistance à l'insuline qui, généralement, traduit aussi un début de diabète de type 2. Okay. Les autres conséquences que vous pouvez avoir aussi, c'est que vous allez avoir une augmentation d'acide urique au niveau du foie avec cet encrassement et qui peut aboutir aussi, pareil, au début d'une crise de goutte. Si on retourne sur la partie plus lipédique, qu'est-ce qui peut se passer? Le foie a converti donc l'excès de sucre en triglycérides, en cholestérol. Qu'est-ce qu'il va faire le foie? La vidéo précédente, voie endogène, il va synthétiser des VLDL ou des IDL qui vont du coup essayer de dispatcher cet excès de gras dans l'organisme. Après, vous avez une conversion de VLDL et de LDL qui va se faire. Et les LDL vont revenir au foie, peut-être parce que n'arrivent pas à le distribuer et donc ils vont se déverser par le foie dans le but d'être recyclé. C'est-à-dire que si le foie il est toujours saturé, on a vu qu'est-ce qui se passe? Il s'oxyde et là on va avoir la formation de plaques d'athérome et donc le développement de risques de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est bien sûr si vous êtes sur un régime qu'on appelle occidental ou un Western Diet en anglais, où vous avez une alimentation donc trop grasse, trop sucrée et trop riche en produits transformés. Donc pourquoi on utilise encore ces sucres industriels? Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est parce que le sucre inverti, il a un pouvoir plus sucrant que le saccharose lui-même. Il permet la réduction des temps de cuisson, ça j'avais oublié de vous le dire, c'est vrai. Donc c'est pareil, pour un industriel, c'est hyper intéressant d'avoir des produits qui cuisent moins longtemps. Vous faites des économies d'énergie, hein, surtout en ce moment, c'est un peu dans le contexte économique que l'on vit, chaque économie est importante, surtout pour un industriel.
Le sucre inverti, il est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il va attirer, retenir l'eau. Du coup, ça va être ce qu'on appelle un humectant. Et c'est ce qui assure justement le fait que vous ayez des gâteaux, des ganaches ou des pâtisseries qui ont un aspect qui est moelleux et qui va durer plus longtemps. Donc en plus, une meilleure conservation. Et comme je vous l'ai dit, il va y avoir un absence de problème de cristallisation que vous retrouvez avec le saccharose. Donc les conséquences en santé publique, alors moi, de mon point de vue personnel, et là pour le coup c'est vraiment un avis, et là je sors un peu du côté formateur, pédagogue, je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgame qui est fait sur le fructose parce que j'ai vu beaucoup de personnes sur internet maintenant dire arrête de manger des fruits, tu vas te pourrir avec du fructose. Alors, il faut nuancer, et c'est là où le rôle d'un diététicien est hyper important parce qu'il faut qu'il fasse tout l'anamnèse pour voir en fait l'alimentation, les habitudes de vie, etc. Mais je pense que pour une grande majorité de la population, ce serait déjà bien qu'ils diminuent très fortement le fructose industriel qu'on le retrouve dans le sucre inverti, qu'on retrouve principalement dans les sodas, dans les jus, dans les gâteaux, dans les bonbons. Ok. On a un autre ingrédient qui commence à faire de plus en plus de dégâts, et c'est en train de faire des scandales, notamment au niveau du miel, des miels industriels, parce qu'en fait, ils coupent le miel avec justement cet ingrédient. Cet ingrédient, c'est le sirop de maïs à haute teneur en glucose, qui va apporter encore une fois des propriétés texturantes, une meilleure conservation et encore une fois un pouvoir sucrant plus élevé. Et donc, c'est pour ça que le consommateur en ingère, parce que c'est plus joli. Les qualités organoleptiques sont plus intéressantes. Et puis, il y a une accoutumance qui se crée, parce que voilà, le sucre, c'est quand même très addictif. Et on en arrive après avec des taux de consommation de sucre qui sont tellement importants que du coup, les personnes ne s'en rendent même pas compte de tout le fructose qu'ils mangent. Donc, il vaut mieux apprendre à une personne à remanger un fruit, une pomme, une poire, et peut-être virer tout ce qui est industriel, plutôt que de diaboliser le fructose, qui, par contre, sur un côté performance sportive, aura un bien plus grand intérêt. Et donc là, le rôle du diététicien prend tout son rôle avec tout ce qui va être éducation thérapeutique, réapprendre aux personnes à manger, les sensations de plaisir, de cuisine aussi, qui préparent eux-mêmes, par exemple, des plats sucrés, des gâteaux, etc., mais avec des techniques qui permettent d'avoir des produits moins sucrés. Et surtout, de plus en plus, on voit que le consommateur il est perdu avec les étiquettes. C'est vrai qu'on a de plus en plus de termes techniques dans les étiquettes, alors surtout dans les produits transformés. Après, la règle, ce serait de dire, plus il y a d'ingrédients, plus ça sent mauvais, hein, entre guillemets. Mais voilà, avec tout ce qui est additif, les E et j'en passe, le consommateur est aujourd'hui de plus en plus perdu. Donc voilà pour aujourd'hui pour cette vidéo. Donc j'avais envie de faire parce que voilà, c'est une thématique moi qui me plaît beaucoup. C'est ce qui me permet d'intéresser très vite les étudiants à la biochimie, alors que Dieu sait que c'est une matière qui est pas forcément aimée par les étudiants en diététique. Et ça me permet de faire le lien entre aussi la vidéo précédente sur les lipoprotéines, parce qu'on voit en fait que le foie, c'est vraiment la plateforme tournante entre le métabolisme du sucre et le métabolisme des lipides. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo voilà, sur le rôle central du foie dans le métabolisme. Donc, si vous voulez la voir, je vous invite à consulter du coup la playlist associée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain sujet qui sera toujours un peu dans la même lignée, toujours dans la même lignée, où je vous parlerai justement du point de félicité, qui est justement un paramètre que les industriels ont beaucoup étudié pour nous faire manger de plus en plus de produits transformés en traquenardant, entre guillemets, nos papilles. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt.